Bienvenue au parcours Solidarité suisse avec Solidarność, qui est un éclairage nouveau sur l'expérience de la société suisse durant la période de l'état de siège et l'instauration de la loi martiale en Pologne le 13 décembre 1981. Avec cette situation en Pologne, en Suisse comme partout dans le monde, se met en place un large mouvement de solidarité et de soutien au syndicat Solidarność. Nous allons suivre ici le parcours individuel et collectif de Suisses et de Suissesses et écouter des témoignages sur la valeur de cette aventure humaine et personnelle. Nous sommes le 13 décembre 1981. Face à nous, un défilé interminable de chars d'assaut, à côté d'une population qui essaye tant bien que mal de continuer sa vie quotidienne. Par-dessus vient se poser une image, c'est la couverture d'un bulletin pour le soutien à Solidarność, publié par les syndicats en Suisse. Mais quel lien la Suisse avait-elle avec la Pologne à l'époque? Pour mieux le comprendre, faisons un petit retour en arrière. Nous sommes début 1981, le syndicat Solidarność est déjà connu et il intéresse aussi les syndicats helvétiques ainsi que certains milieux de gauche qu'il appelle, et je cite, un vrai syndicalisme autogéré. En avril de la même année, ils décident de partir en Pologne en amenant avec eux du matériel d'imprimerie. Sur place, ils vont échanger avec les membres de Solidarność et également faire quelques visites d'entreprise. 6 mois plus tard, c'est au tour de 12 syndicalistes polonais et polonaises, issus de différents corps de métier, de venir en Suisse. Ce séjour est relaté par Clive Lurcher, enseignant et syndicaliste au canton de Vaud. On a mis sur pied une invitation euh, de, de syndicalistes polonais pour qu'ils viennent en Suisse, avec l'idée d'une part de faire de l'information et de récolter du soutien financier. On va faire venir des syndicalistes polonais et c'est ce qu'on a fait. Donc à fin novembre, il y a une délégation d'une douzaine de syndicalistes de solidarité de toutes les régions de Pologne et de tous les corps de métier. Il y avait des médecins, il y avait une bibliothécaire, il y avait des ouvriers, notamment un ouvrier il n'était pas à Dolmel, mais il était une autre entreprise à Wrocław, etc. Donc on avait des gens de différentes régions de Pologne, de différents milieux professionnels, et on avait divisé la délégation en deux, une tournée en Suisse romande et une tournée en Suisse alémanique. Je me souviens d'une séance d'information à la Vallée de Joux un soir. Le restaurant était bondé. Il y avait énormément de gens qui étaient venus écouter ces délégués. C'était assez impressionnant à la Vallée de Joux, et puis à Lausanne. Et puis on a eu comme ça 7-8 meetings en Suisse romande avec cette délégation. On a eu des interviews dans des journaux, je pense aussi à la radio, à la télé, un petit compte-rendu de cette tournée de syndicalistes polonais. Et à ces occasions, on donnait des informations, on prenait des noms de gens intéressés pour la suite du soutien, on avait des collectes, alors je ne me souviens plus, mais on récoltait quand même quelques milliers de francs en lien avec ça. Voilà, donc ça c'était une activité de cette coordination nationale. Après ce séjour riche en rencontres, le jour même du départ des délégués polonais et polonaises, coup de force en Pologne et installation de l'état de guerre. Après 16 mois d'existence, le mouvement Solidarność est interdit. C'était la déclaration de l'état de guerre, c'est-à-dire que toutes les communications avec la Pologne étaient coupées. Il n'y avait plus de possibilité de téléphoner en Pologne. Toutes les communications terrestres, ferroviaires, aériennes étaient coupées. Donc ils ne pouvaient pas rentrer. Alors c'était d'abord un choc invraisemblable pour eux, encore plus que pour nous, parce qu'ils avaient leur famille, leurs enfants, etc. Aucune possibilité de contact pendant plusieurs jours. Et puis après, d'après mes souvenirs, il y avait les possibilités de conversation téléphonique, mais chaque fois qu'on décrochait, il y avait un disque, un répondeur qui disait Rozmowa kontrolowana, c'est-à-dire conversation sous écoute. Après s'être remis un peu de cette terrible nouvelle,
les membres de la délégation de Solidarność bloqués en Suisse décident très vite de continuer leur lutte ici pour le rétablissement des droits de l'homme dans leur pays. Et en Suisse, la réaction ne se fait pas attendre puisque déjà le lendemain de l'état de guerre, le président de la Confédération envoie un appel au gouvernement polonais à libérer les personnes arrêtées. Le gouvernement helvétique restera toutefois plutôt discret, ne voulant pas trop s'immiscer dans les affaires intérieures polonaises. Et c'est la population qui va prendre le relais. Le 19 décembre, à Berne, 10 000 personnes de toute la Suisse demandent la libération des syndicalistes arrêtés et emprisonnés en Pologne. Leur revendication est scandée dans toutes les langues nationales et animée par des banderoles colorées. Cette manifestation à Berne s'unit en fait avec une conférence internationale qui a lieu à Zurich en faveur de Solidarność avec les membres du mouvement et des sympathisants venant d'Europe, des États-Unis et du Canada. Le but de cette conférence est d'informer le public et les gouvernements de la lutte en faveur des libertés civiques en Pologne avec l'espoir que des comités de soutien soient mis en place dans différentes capitales. En réponse à leurs demandes, comme on peut le voir sur cette carte, dans les cantons suisses, il y a un élan de solidarité avec une multitude de factions locales, de syndicats et d'associations qui vont se mobiliser pour diverses raisons. Les raisons peuvent être politiques, religieuses ou simplement par tradition morale. Il y a des actions organisées par des paroisses, par des mouvements universitaires, par des professeurs et par des milieux scientifiques comme le CERN. Il y a des associations apolitiques comme Polenhilfe en Haut-Valais ou l'association Pro-Polonia à Genève qui, elle, a été créée à l'initiative de Wanda Briest et Maria Streicher. Il y a une autre association Pro-Polonia, mais active, elle, à Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, dont l'un des fondateurs est Zygmunt Martys, professeur de littérature à l'université de Neuchâtel, qui va, comme on peut le voir dans cette lettre, mettre en place un convoi avec des vivres, des vêtements et des médicaments pour aider une population de plus en plus démunie lors de l'état de siège. Dans le cadre de ce mouvement de solidarité helvétique, il y a aussi l'organisation dans plusieurs villes suisses d'événements, de débats ou, comme rapporté dans cet article du Journal de Genève, une manifestation déjà le jour après l'état de siège, organisée par le comité Solidarité socialiste et des dissidents. Elle a réuni 1500 personnes. Le but de ces rassemblements, comme ici à Lausanne et à Genève, est de dénoncer ce qu'ils appellent la nouvelle loi syndicale qui légalise la répression contre Solidarność, représentant légitime des travailleurs polonais. Les syndicats vont aussi publier des bulletins Solidarité avec Solidarność. Le premier numéro est sorti en 1982 en allemand et en français et distribué dans toute la Suisse. Le contenu des articles venant de militants et de sympathisants parlait par exemple de la coordination nationale ou comment organiser de l'aide aux prisonniers et leurs familles. Mais il y a aussi des nouvelles de Pologne transmises clandestinement, accompagnées parfois de photos et d'images très fortes. Les journalistes sont aussi des alliés précieux de la cause de la population polonaise, comme en témoignent ces divers articles publiés dans les journaux suisses. Pour résumer, nous avons vu que les syndicats, les journalistes et divers comités sont très engagés pour la population polonaise, manifestations, articles, récoltes de fonds et convois, mais n'oublions pas de mentionner aussi des expositions, des visionnements de films comme L'homme de fer d'Andrzej Wajda et des représentations au théâtre un peu partout en Suisse, comme en témoignent ces deux affiches, l'une pour un spectacle à Montaix et l'autre à Vidi où la soirée est un grand succès avec 800 personnes présentes et la signature d'une pétition remise à l'ambassade de Pologne à Berne. Et maintenant, place à la musique au théâtre de Vidi, présentée par Patrick Nordman. Et en dépit de la qualité du son et de l'image, vous allez sûrement fredonner le refrain quelque temps. Voilà. Elle est écrite sur une musique qui servait d'indicatif à une radio qui, je ne sais pas si elle a vraiment fonctionné, qui était la radio Solidarité à Gdansk. Et sur cette musique, très rapidement, juste après les événements, Jean-François Monod a écrit quelques paroles en français, qu'il va chanter maintenant avec quelques-uns des artistes et des camarades qui sont là derrière nous. Nous lutterons à vos côtés, amis de
Après ce petit intermède musical, rendons-nous à Fribourg, où se déroule une récolte de fonds. Ici, les milieux catholiques étaient très présents aux côtés des syndicats et les militants socialistes et universitaires, dont beaucoup d'étudiants et d'étudiantes tessinois et tessinoises, œuvrent ensemble pour Solidarność. D'ailleurs, au Tessin, des initiatives sont lancées par le mouvement Comunio e Liberazione tout au long des années 80, avec manifestations, pétitions, convois humanitaires, aides multiples et presse locale. Il y aura aussi, en signe d'union avec la population polonaise, la création de cette magnifique croix fleurie entourée de bougies. Restons à Fribourg avec ce convoi d'aide humanitaire dont vous voyez l'équipe ici. Nous allons le suivre à titre d'exemple et en parallèle écouter aussi le témoignage du politicien Fernand Kusch, parti lui du Jura avec un autre convoi. L'association d'aide à un hôpital à Rabka a été créée par Anna Rosset-Bugnon, d'origine polonaise et arrivée en Suisse dans les années 60, sa belle-sœur ainsi que 2 chirurgiens, Anthony Zanoni et Francis Sonnet. Grâce à leur excellente campagne de communication, le départ du convoi est préparé dans la bonne humeur, mais avec une petite fatigue parfois, devant les piles de cartons qui finiront tout de même par partir vers la Pologne. Le but de l'association est d'amener à la suite de récoltes de fonds, de la nourriture, des médicaments, de l'aide matérielle médico-technique pour les hôpitaux, ainsi que des vêtements, par camion, camionnette, mais également en voiture, bien chargés. La route va être longue pour le convoi humanitaire, qui doit maintenant parcourir un trajet d'au moins 1400 km pour arriver à destination, sur des routes enneigées, où on peut être confronté à toutes sortes de situations inattendues, comme devoir mettre les chaînes, mais qui mènent aussi ces voyageurs de l'espoir à travers des paysages incroyables où apparaissent parfois de pittoresques architectures locales. Ou alors, de sympathiques rencontres dans la campagne. Chaque convoi a ses relations en Pologne, mais parfois, il arrive que les destinataires de la marchandise ne soient pas au rendez-vous. L'arrivée en Pologne est aussi la découverte d'une réalité glaçante. Le politicien et agriculteur Fernand Kusch raconte. Je pense qu'il y a prescription. Au milieu d'un chargement de 10 tonnes de flocons d'avoine, à peu près, dans la remorque, de connivence avec une autre personne qui était dans la délégation, j'ai caché des caméras, des enregistreurs, du matériel vidéo, parce qu'ils avaient besoin aussi de ce matériel pour apporter des témoignages, hein, quand même. La presse était contrôlée, muselée, etc. Et un petit peu par miracle, dans un théâtre à Varsovie, bon, la personne de contact n'était pas là, elle s'était peut-être fait arrêter, mais on découvrait à mesure ce que c'était un pays qui était sous le régime d'une autorité, oui, l'état de siège, quoi, avec les libertés fondamentales qui n'existaient pas beaucoup, mais le peu qu'il y avait, ben, ça avait disparu. La police de sûreté, la police secrète, etc., qui est un peu partout, en civil, etc. On nous avait un peu mis en garde, mais moi j'ai eu un choc arrivé là-bas. Et quand il a fallu trouver quelqu'un pour remettre ce matériel qui n'était pas des flocons d'avoine, ben, à un certain moment j'ai pris le risque, je suis tombé sur la bonne personne. C'est pas tellement pour ceux qui amenaient du matériel, on n'a jamais amené des armes, c'était des outils pour qu'ils puissent témoigner, enregistrer, filmer, écrire, faxer ou télégraphier, je ne sais plus ce qu'on utilisait à ce moment-là. Et c'était surtout pour la personne qui recevait, hein, ce matériel, parce qu'inévitablement aussi ces gens allaient être arrêtés et mis en prison. Aujourd'hui, je suis content d'avoir vécu ça. Ça a été une expérience personnelle très forte. J'ai rencontré là-bas aussi 2 personnes qui parlaient très très bien le français, qui avaient fait des enregistrements, des cassettes, c'est encore les petites cassettes, là, le petit format. Ils m'ont chargé de remettre ça ici à la délégation. D'entente avec le chauffeur, on a caché ça dans le camion. Bon, dans un camion remorque, il y a beaucoup d'endroits où on peut cacher des petites cassettes. On n'a pas eu de problème aux frontières.
Et voilà, on a remis ici à la délégation. C'était des informations récentes, fraîches sur ce qui se passait dans le mouvement. Des amis polonais m'avaient demandé de passer en Occident. Donc en fait, je les avais coupées en bandes pour les cacher. Et celle-là, elle avait fait la couverture d'un livre, je crois. Alors que ce qui est drôle, et vous ne le voyez pas forcément, c'est que ces deux miliciens de la police d'intervention sont en fait devant un magasin qui vend des icônes. Hein. Et c'est vrai que ce contraste entre les icônes et la milice était particulièrement croquignolesque. Et finalement, les convois sont arrivés en Pologne et c'est aussi ici que se termine notre parcours Suisse, Pologne et Solidarność, accompagné de quelques images de livraison de marchandises qui, petites ou grandes, ont trouvé un bon accueil auprès de destinataires grands ou petits. Pour conclure, nous pouvons dire que la population suisse s'est montrée très solidaire envers le peuple polonais. Mais alors, pour quelle raison a-t-elle voté non à l'adhésion de la Suisse à l'ONU quelques années plus tard? Des débats et des articles d'historiens et historiennes sur cette question et beaucoup d'autres sont à découvrir sur notre site internet solidarity1980.com et votre curiosité y trouvera sûrement satisfaction.